Ce soir, le retour ce jeudi du chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, après près de 2 semaines à l'étranger où il a notamment participé au sommet des 20 pays les plus industrialisés au monde et à Rome et à la 26e conférence des Nations Unies sur le climat COP26 qui s'est tenue à Glasgow en Écosse. Plus de détails dans ce reportage est signé Patrick Michel Mokoui. Diplomatie à Tel Aviv, développement industriel à Rome et climat à Glasgow. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a regagné ce jeudi son pays aux côtés de la Première Dame après avoir accompli l'une des plus importantes missions de sa mandature à la tête de l'Union africaine et de la RDC. Les dirigeants des institutions du pays sont venus le saluer à sa descente d'avion. L'Afrique tout entière a suivi avec attention la défense de sa position portée face aux dirigeants des grandes puissances économiques mondiales par son représentant au G20. En défendant les intérêts du pays à la COP26, le président Félix-Antoine Tshisekedi vient définitivement d'inscrire la RDC au cœur des enjeux mondiaux de la crise climatique et de la transition énergétique. Tel un combattant de retour de la ligne de front, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a été agréablement surpris par la mobilisation spontanée de Kinois qui ont pris d'assaut l'entrée du pavillon présidentiel de l'aéroport international de Njili. À la demande de la foule, le chef de l'État est descendu de son cortège pour communier avec son peuple. Ce qui devait être alors un parcours ordinaire s'est très vite transformé en procession. Le long du trajet, des femmes, hommes et enfants brandissant pour certains des drapeaux des partis politiques de l'Union sacrée de la nation ont manifesté leur attachement aux ambitions et positions du pays défendues au plus haut niveau et avec brio par leurs représentants. Sur un boulevard Lumumba noir de monde, le cortège présidentiel a eu du mal à se frayer un chemin pour atteindre la 10e rue Limité, siège de l'UDPS, le parti berceau de la carrière politique du 5e président de la RDC. De Lumumba à Sendwe en passant par 30 juin, le cortège du chef de l'État n'a fait qu'à tirer du monde avant d'atteindre la place Kintambo Magasin où une autre foule s'est constituée pour saluer son passage. Des tribunes en tribune, la République démocratique du Congo conforte chaque jour davantage sa présence sur la scène internationale et améliore un peu plus son image de marque en compatibilité avec son potentiel grâce au leadership de son président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et lors de sa dernière journée à Glasgow, en Écosse, où il a participé aux travaux de la COP26, les chefs de l'État et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu des échanges avec son homologue du Congo Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, au sujet du bassin du Congo et avec l'envoyé spécial du président des États-Unis d'Amérique. Il s'agit donc de John Kerry, c'est autour du climat avant de visiter les stands de la République démocratique du Congo sur les sites de la conférence des Nations Unies sur le climat. Retour en image avec Pierre Kibombe-Somoué. Les États-Unis d'Amérique s'intéressent à la République démocratique du Congo, souhaitant accompagner le pays dans ses efforts de préservation des forêts et de production d'énergie propre, renouvelable. C'est une des retombées de la participation du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la conférence des Nations Unies sur le climat à Glasgow en Écosse. Déjà sur place, le chef de l'État a eu des entretiens avec l'envoyé spécial du président Joe Biden pour le climat, John Kerry. Ces échanges en marge de la COP26 ont été axés sur cette problématique au nom de la survie de l'humanité à l'heure du réchauffement climatique. Au sein des installations de la COP26, le président de la République s'est aussi entretenu avec son homologue de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, au cours d'une projection sur le bassin du Congo, ce deuxième poumon écologique mondial, une réserve cruciale de biodiversité et le puits de carbone grâce à ces tourbières récemment découvertes dans la cuvette centrale. Les deux chefs d'État ont évoqué les fonds bleus pour le bassin du Congo qui constitue à ce jour un enjeu africain et planétaire.
Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a par ailleurs visité le stand de la République démocratique du Congo installé dans le site de la COP26 sous les explications de la vice-premier ministre, ministre en charge de l'environnement et du développement durable, Eve Bazaïba, des explications supplémentaires en rapport avec l'apport de la RDC dans la régulation et le maintien des émissions de gaz à effet de serre dans des proportions acceptables. C'est par ces différentes activités que le chef de l'État a clôturé son séjour à Glasgow dans le cadre de la COP26. Sa brillante participation aura fait avancer à coup sûr le débat sur le changement climatique. Et dans l'actualité également, cette interrogation, comment évoluent les préparatifs de la session du forum de haut niveau sur l'implication de la diaspora congolaise au développement du pays prévu le 17 novembre prochain à Kinshasa. La question a été abordée lors des échanges que les vice-ministres des Affaires étrangères a eu avec le comité organisateur de ces assises. La suite dans ces reportages signé Eric Kabomba. Une réunion aussi spéciale pour faire le tout dernier réglage du méga forum sur l'implication des Congolais de la diaspora au développement de la RDC. En face du vice-ministre des Affaires étrangères Samia Dubangwa Oto, le membre de la task force est chargé de l'organisation de ces forums du 17 novembre pour faire le point sur l'évolution des préparatifs. Ces membres ont rassuré les numéros 2 de la diplomatie congolaise que tout est presque prêt pour la bonne tenue de ces assises qui connaîtront la participation de l'Organisation internationale pour les migrations et la cellule de lutte contre la pauvreté de la présidence de la République. Dans un autre décor, Samia Dubangwa Oto a reçu la directrice régionale de l'Agence universitaire de la francophonie pour l'Afrique centrale et des Grands Lacs. Au-delà des civilités venues présenter, Aïda Ounou est aussi venue féliciter le gouvernement congolais pour la bonne marche de la diplomatie à travers le monde. Moi, je suis en tournée de prise de contact dans les 7 pays où nous avons des bureaux. Et la RDC est un pays où nous avons 2 bureaux. Et il était très important pour moi de venir aujourd'hui saluer monsieur le vice-ministre des Affaires étrangères et à travers lui saluer tout le gouvernement. Moment favorable pour l'hôte du vice-ministre des Affaires étrangères de réaffirmer la collaboration de son institution avec la République démocratique du Congo. Poursuite de l'instruction de l'affaire Tchébéa à la haute cour militaire de Kinshasa, siégeant en matière répressive au second degré, les précisions de Marie Kalong. Hubert Tchébéa à la haute cour militaire, le procès se poursuivit avec l'audition des renseignants à la barre pour éclairer la religion sur la succession des événements à la date du 2 juin 2010 à Mitendi. Le renseignant, le lieutenant Bokungu, a reconnu sa présence à Mitendi en cette date avec le lieutenant Katebere. C'était aux environs de 18 h que ce dernier était parti pour revenir le jour suivant à 5 h. Quelque temps après son arrivée, ils étaient tous instruits de sortir le corps sans vie se trouvant dans la voiture aux alentours. Face à toutes ces révélations et à la confrontation avec le lieutenant Katebere, le ministère public a demandé à la cour la poursuite du renseignant Katebere suivant la loi pour faux témoignage. Et concernant la présentation du document de contrat de cession de l'une de ses concessions à Mitendi, le renseignant général Zelwa Katanga Djadjidja a simplement déposé à la cour un mémo dans lequel il sollicite la compagnie de son avocat. À ce stade de la procédure, la cour vous a appelé parce que elle voulait avoir la manifestation de la vérité pour les faits mis à charge de prévenus Ngoï Kongakenga et Migabo qui est en appel et le ministère public qui est en appel. Et l'appel du ministère public est général. On ne vous a jamais posé une question par rapport à votre décision de renvoi parce que d'abord vous n'êtes pas prévenu et ici nous nous limitons sur de faits précis. Et ici on ne vous a pas mis en cause. On n'a pas dit que vous avez fait ça, ça, ça. On ne vous a pas mis en prévention. Ici, nous voulons seulement avoir de renseignements.
Ce refus de répondre à la Cour a été interprété de défi par les avocats de la défense. Ils l'ont ainsi considéré coupable suivant l'article 78 de la procédure pénale ordinaire et l'article 153 alinéa 4 de la Constitution. Pour dépassionner le débat, le ministère public a ramené le renseignant général Djadjidja à la raison. Celui-ci a accepté de répondre à la Cour sur les questions relatives, entre autres, à la présence d'un corps sans vie dans sa concession de Mitendi. L'audience a été suspendue et ramenée au mercredi 10 novembre 2021 pour la descente sur le site de Mitendi appartenant au général Djadjidja. Ce site est supposé être le lieu où serait enterré le chauffeur de Floribert Chebeya, selon les dépositions du renseignant Doudou Ilunga et du prévenu Jacques Mugabo. Je vous amène cette fois-ci au parc marin des Mangroves, situé dans la province du Congo central, non loin de la ville de Mwanda, où a séjourné une délégation des journalistes intéressés sur quelques aspects caractéristiques et particularités de ces arbres. Explication, Amita Bangolo. La délégation des journalistes à communication a effectué une visite touristique dans la province du Congo central, précisément à Mwanda. Parmi les réalités de la nature découvertes, ces chevaliers de la plume et du micro se sont intéressés à la mangrove, une plante qui joue un rôle crucial tant pour les eaux et pour le sous-sol. Les scientifiques précisent que si les mangroves ne sont plus là, les lamatins, espèces phares, les poissons, les crustacés et tout ce qui meurt dans cet écosystème disparaîtront sans aucune forme de procès. En d'autres termes, la mangrove fertilise, stabilise et filtre le sol et les eaux. Les forêts de mangroves absorbent 4 à 5 fois plus de carbone que les forêts tropicales et équatoriales humides. En somme, ce sont des plantes qui nécessitent entière protection, comme les confirme Ngueline Païluson, conservateur de parc. Nous avons 2, 3, 4 espèces de mangroves, mais ce qui est devant nous, ça s'appelle le Rhizophora racemosa. Le Rhizophora racemosa, c'est une espèce qui vit dans l'humidité d'eau pendant 24 heures ou 48 heures. Et l'autre vit tantôt dans l'eau, tantôt il n'y a pas l'eau. Ça, c'est Rhizophora mangal. Avicennia, l'espèce qui s'appelle Avicennia, sont différents avec les racemosa parce que les racemosa, ouais, les feuilles sont vraiment vert foncé, mais l'autre là a des feuilles, les feuilles sont vert citron. Et il vit là où il y a la terre ferme. Les racines sont des racines qui sortent d'en bas et au besoin même, les racines d'Avicennia, les feuilles d'Avicennia sont salées. La reproduction de cette espèce ici, c'est une question que j'ai reçue aussi. Voilà, il y a des probagiles, regarde, il y a des longs fruits qui coulent avec l'eau. Ça ce sont des fruits de Rhizophora. Ainsi est-il demandé au gouvernement et à toutes les autorités d'assurer une large protection de cette plante rare au monde et très utile pour la faune aquatique et les espèces humaines. Opération coupe des points contre l'insalubrité sur les sites de l'université de Kinshasa. Eh bien, la décision est tombée après un état des lieux. Les états généraux d'assainissement convoqués par le comité de gestion de cette institution d'enseignement supérieur université en traitant l'office des voiries et drainage est déjà à pied d'œuvre pour l'évacuation des immondices. Redépendant. La salubrité a envahi l'université de Kinshasa. Tous les coins du site de l'UNIKIN sont devenus de décharges. Les immondices et les poubelles pullulent partout. Le comité de gestion dirigé par le professeur Dr Jean-Marie Kayembe Ntumba tient à débarrasser le campus de toute cette saleté. Après la ronde d'inspection sur tous les sites pour un état des lieux, l'équipe de Kayembe a convoqué les états généraux d'assainissement. Tous ceux qui peuvent contribuer à y apporter la solution étaient associés, notamment les responsables des marchés pirates, principaux producteurs de déchets, la faculté des sciences de l'environnement, la faculté de polytechnique, les maires des plateaux et la police universitaire. À l'issue de ces échanges techniques, il a été décidé le début de l'opération d'évacuation des immondices avec le concours de l'Office de voirie et drainage OVD. Nous devons tous adopter le leadership qui transforme. Nous voulons que notre université, elle aussi, revête sa plus belle robe et redevienne tout simplement fréquentable. Nous ne le pourrons jamais seuls. On le pourra avec toutes les bonnes volontés, canalisées derrière la vision de l'homme université. Je ne veux pas dire un individu, c'est ensemble. Je remercie vraiment les autorités de l'OVD. Ils ont dit et ils ont fait. Pour les comités de gestion de l'UNIKIN, cette opération de coup de poing permettra de redorer l'image environnementale de l'UNIKIN qui doit procurer la santé
Le coordinateur principal de la coordination pour les changements des mentalités a eu une session de travail avec une délégation de leaders d'opinion. Plus de détails dans ces reportages. Dans cette réunion d'information et d'échange, il a été question de mettre à contribution les leaders d'opinion, artistes, chroniqueurs, acteurs culturels et journalistes à la réussite de cette ambitieuse campagne de sensibilisation au civisme fiscal et à la gestion responsable des derniers publics sur l'ensemble du territoire national. L'objectif poursuivi, selon le coordinateur principal, la coordination pour les changements des mentalités, Jacques Kangoudia, qu'entouré son adjoint, permet de favoriser le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans le pays. Nous avons des droits, nous avons des obligations et je crois qu'il faut aujourd'hui intégrer cette notion de payer les impôts et qu'il y ait des preuves palpables. Donc c'est-à-dire que c'est une belle initiative qui doit mettre tous les mécanismes en place, mais que la campagne ne se limite pas qu'à Kinshasa, parce que Kinshasa ce n'est que la capitale de la République démocratique du Congo. Nous avons 26 provinces et ça doit s'étendre partout. Les participants à cette rencontre, des prises de contact, se sont dit prêts à accompagner cette campagne citoyenne lancée il y a encore quelques mois par les chefs de l'État pour le bien-être de la collectivité nationale. Une autre réunion est prévue dans les prochains jours. Cette fois-là, ce sera avec les experts des régies financières de l'État. Et en séjour de travail à Kinshasa, la directrice de l'agence universitaire de la francophonie s'est rendue à l'université de Kinshasa. Question de s'imprégner de la situation actuelle de la colline inspirée. Rodépanda. Cette première visite de la directrice de l'agence universitaire de la francophonie, UF, Isatou Sio Wonu, l'université de Kinshasa, porteuse de bonnes nouvelles pour les enseignants et étudiants de l'UNIKIN. L'annonce de la réalisation du projet de la formation sur le numérique. Le comité de gestion dirigé par le recteur, le professeur Dr Jean-Marie Kayembe, salue cet appui de l'agence universitaire de la francophonie et son équipe ne va pas croiser les bras jusqu'à la matérialisation du dit projet. Pour se faire une idée nette du fonctionnement de cet alma mater, Aïssatou Si Wonu a visité les différentes facultés, départements et services, notamment la faculté des sciences, la faculté des polytechniques, de la faculté de médecine, pour clôturer à l'école de santé publique. Quelques présents ont été remis à l'hôte du jour de l'UNIKIN, tels que le pagne, un raffia, un tableau en cuir d'une femme vertueuse, un stylo posé sur la carte d'Afrique. Discuter, échanger avec nos partenaires universitaires, en l'occurrence ici monsieur le recteur de l'université de Kinshasa, pour essayer de voir en quoi nous pouvons les aider, quels sont les besoins et pouvoir y répondre pour qu'il y ait une certaine efficacité. Qui ne peut pas être heureux qu'une sommité de l'AUF vienne chez nous, porteuse des projets qui, quelque part, rencontrent nos visions et les exigences de notre tutelle. Le ministre de l'Enseignement supérieur exige de nous le passage au LMD dès la prochaine rentrée académique, mais également la digitalisation dès que l'on peut de la gestion administrative, estudiantine et financière. La mobilisation des recettes propres de l'État en vue de soutenir la croissance économique du pays, CCG, a mis autour d'une table la vice-ministre des Finances et des Directeurs généraux des régies financières. Reportage d'Edith Chala. 106% de mobilisation des recettes publiques de l'État par les régies financières par rapport aux prévisions réajustées dans le contrat de performance. Il y a de quoi se féliciter sans jamais s'en satisfaire. La vice-ministre des Finances, Onej Nsele, a réuni les directeurs généraux des régies financières, des GDA, des JRAD, des GI, l'inspection générale des finances et autres services connexes pour faire le point de janvier à octobre 2021. La vice-ministre, Onej Nsele, a demandé à toutes les parties à s'activer davantage pour la réalisation des engagements pris pour une mobilisation plus accrue des recettes. L'inspecteur général des finances, chef des services, Jules Alinguete, résume la rencontre. Il a été question de valider les réalisations des recettes pour le mois d'octobre 2021 et d'arrêter des stratégies de mobilisation pour le reste de l'année. Globalement, le ministère des Finances a validé pour le mois d'octobre 2021 des recettes publiques réalisées à la hauteur de 943 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 136% par rapport aux assignations budgétaires
et un taux de réalisation de 116% par rapport au contrat de performance que son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, a fait signer au régime. Pour le seul mois d'octobre, la mobilisation des recettes a atteint 132% par rapport aux prévisions budgétaires mensuelles. Et les cauchemars des résidents de l'avenue Manika dans la ville de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, va bientôt toucher à sa fin. Le coup d'envoi des travaux d'asphaltage et de rénovation de cet axe routier a été lancé par la gouverneure intérimaire de cette province. Reportage. Elle a pris soin de monter à bord d'une finisseuse pour lancer les travaux de pose de l'asphalte sur l'avenue Manika de Kolwezi. Accompagné du ministre provincial des infrastructures Paulin Kalao, Fifi Masuka Saini a été rejointe sur le chantier par les députés provinciaux Roy Kaumba et Jean-Marie Kassé à Chingambo. L'obscurité de ce premier jour de novembre 2021 n'était pas un obstacle pour la femme numéro 1 du Lualaba. Cela sous-entend que la joie de Masuka est de donner à ses administrés ce qu'il leur faut pour vivre dignement. Le chef de chantier affirme que ces travaux de l'enrobé prendront seulement quelques jours avant de remettre la voie toute renouvelée aux usagers. Nous sommes en train de poser les enrobés. Donc la couche de roulement, c'est la phase finale. Donc nous revêtons notre chaussée. Nous prenons toute cette semaine pour pouvoir terminer donc la première partie jusqu'au PK 0+275. L'engouement était vif tout autour, comme pour dire que la symbiose entre Masuka et ses administrés est tout à fait naturelle. C'est de cette manière que Masuka Saini Fifi et son équipe gouvernementale entendent changer l'image de la province du Lualaba en conformité avec la ferme volonté du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Et je rajoute cela qu'à Kinshasa, dans le cadre des travaux de réhabilitation de l'avenue du Fleuve et en prévision des travaux de pose d'enrobé, la direction provinciale de l'Office des voiries et drainage va donc procéder à la fermeture de la dite acte de circulation déjà ce jeudi 4 novembre à partir des 22h, à demain également vendredi 5 novembre, ce sera à partir des 22h, les samedis 6 novembre à 22h, au dimanche 7 novembre à 22h également. Les usagers de la route sont donc appelés à prendre des dispositions utiles en attendant la fin des travaux. Et dans le reste de l'actualité, il s'est tenu à Kinshasa un atelier de réflexion et de formation sur la prévention ainsi que la prise en charge de la malnutrition en République démocratique du Congo. C'est un sujet proposé par Odeponda. 42%, soit 8,5 millions d'enfants de moins de 5 ans souffrent d'une malnutrition aiguë et chronique en RDC. Les femmes enceintes et celles qui allaitent ne sont pas épargnées. La situation est catastrophique. Il faut des solutions rapides et adéquates. Pour y parvenir, le programme national de nutrition Pronanut a organisé une conférence autour du thème « Prévenir la malnutrition en RDC, enjeux et perspectives », ce en partenariat avec Nutri7 France et Saint-Sauveur, deux firmes privées. Au nom du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le représentant du secrétaire général à la Santé qui a ouvert ces cadres de réflexion n'a pas hésité de reconnaître l'ampleur de la malnutrition en RDC. La question de la malnutrition est transversale. L'implication de tous les secteurs est indispensable, précise le directeur du Pronanut. La finalité est que nous voulons proposer des alternatives pour aider à ce que la population puisse avoir accès aux intrants de nutrition, mais à un coût réduit. La directrice du Nutri7 France, dont la firme est spécialisée en produits contre toute forme de malnutrition, avec une expérience de 35 ans, vient avec des solutions adéquates, sans négliger les solutions locales avec l'allaitement maternel et une alimentation diversifiée de qualité. Il y a une malnutrition chronique aujourd'hui parce que c'est celle qui touche le plus grand nombre d'enfants. Évidemment, on va adresser l'urgence. Donc comment on met en place des mécanismes alternatifs avec l'implication d'un partenariat public-privé pour pouvoir activer tout de suite une solution efficace sur le terrain. Le secrétaire général des ministères du Plan, du Commerce extérieur, des Finances et des Affaires sociales était présent. En marge de la cérémonie de clôture des festivités marquant le 30e anniversaire du ministère chrétien du combat spirituel cher au défunt couple Longi, une conférence de presse a été organisée à Rotana Hotel, ici à Kinshasa. Explication d'Izet Mujinga.
Le ministère chrétien du combat spirituel a animé un point de presse ce jeudi 4 novembre 2021 à Rotana Hotel dans la commune de la Gombe. Il était question de résumer les activités de festivités des 30 années de l'existence de ces ministères débutées le dimanche 17 octobre dernier. La clôture de ce programme intervient le vendredi 5 novembre 2021 par un méga concert qui aura lieu au siège de l'église dans la commune de Limete. Une célébration qui connaîtra la participation de nombreux artistes musiciens congolais et des invités venus de partout à travers le monde, dont Judy Kay, artiste et musicienne nigériane. Dans le cadre des 30 années de la célébration de l'existence de notre ministère, nous avons voulu clôturer ces grands événements avec un méga concert. Et notre invité phare de ce méga concert, c'est notre star en Jésus-Christ, la servante de Dieu Judy Kay. Elle ne sera pas la seule, il y a beaucoup d'artistes chrétiens, musiciens de notre pays qui seront aussi là. Une manière de glorifier Dieu, l'initiateur de ces grands ministères au travers de feu Papa et Maman Olangi. Et puis cette triste nouvelle, la radio-télévision nationale congolaise et du Nouveau-Ondei, elle vient de perdre ce mercredi 3 novembre l'un de ses cadres en la personne de Jules Lomboka Chita, sous-directeur à la direction des informations télévisées. Il a tiré sa révérence des suites d'un malaise. Reportage d'Iverson Kaboba et de Chimène Dondo. Cette figure emblématique de la presse congolaise, vous ne la verrez plus jamais. Jules Lomboka Chita, celui qu'on appelait affectueusement Papa Jules, a tiré sa révérence ce mercredi 3 novembre 2021, suite d'une crise subite. Sous-directeur du desk à la direction des informations télévisées de la RTNC, ta disparition a causé d'énormes ravages dans le cœur de ta deuxième famille, car la radio-télévision nationale congolaise est notre seconde famille. J'ai connu Jules d'abord à l'ICA, actuellement c'était Sevoza à l'époque, où on a travaillé sur les émissions, surtout que moi j'ai eu des émissions que j'ai produites dans le cadre de stage Evoza. Et puis j'ai connu encore Jules en tant qu'attaché de presse à l'Hôtel des Villes. Et en tant que tel, on a effectué beaucoup de voyages avec Jules à l'étranger, à Pointe-Noire, à Brazzaville. C'est un ami, c'est un frère, que son âme repose en paix. Merci. Eh bien, Jules Lombo. C'est donc par cette triste nouvelle que nous refermons complètement cette édition du journal des 23h sur la radio-télévision nationale congolaise. Au nom de Jonathan Moubalama, Guilhem Moukoukou et d'Alengalia, nous vous remercions de votre sympathique attention. Restez avec nous pour plus d'informations. Une bonne nuit à tous et à tous et à demain.